Alors, donc, Mathieu Marx, moi je suis professeur des universités, praticien hospitalier dans le service d'ORL du CHU de Toulouse. Je m'intéresse plutôt donc aux pathologies de l'oreille, de la base du crâne, la prise en charge des surdité et des vertiges. Et c'est dans ce contexte que j'ai été amené à prendre en charge depuis plusieurs années de plus en plus de patients qui sont atteints d'un syndrome de Minor, d'une déhiscence du canal semi-circulaire supérieur ou d'une troisième fenêtre autre. Je suis Quentin Legouel, kinésithérapeute spécialisé en rééducation vestibulaire. Je travaille ici dans le service ORL du CHU de Toulouse en compagnie du professeur Marx et je travaille en thèse de doctorat en neurosciences sur ce sujet-là. Alors, le traitement, pour l'instant, il est essentiellement chirurgical et il est essentiellement chirurgical destiné aux patients, bien sûr, les plus invalidés. Donc on y reviendra, je pense, un petit peu plus tard, mais l'idée est de pouvoir identifier correctement les patients les plus invalidés et pouvoir être, bien entendu, suffisamment certain de pouvoir améliorer leurs symptômes une fois l'intervention réalisée. Le traitement chirurgical, il est encore discuté sur la technique opératoire, on va dire, précise. Il y a des gens qui préfèrent combler le canal donc, en faisant ce qu'on appelle une voie suspétreuse. On longe la paroi supérieure de l'os temporal jusqu'à découvrir la déhiscence pour pouvoir soit la recouvrir, soit combler le canal par au-dessus. D'autres préfèrent une voie qui est un petit peu moins invasive, parce que celle-là, donc, elle nécessite la réalisation d'un volet crânien, de soulever le cerveau progressivement pour progresser jusqu'à la déhiscence. D'autres préfèrent une voie moins invasive, donc en passant plutôt par l'os qui est situé en arrière du conduit auditif externe, donc qui s'appelle la mastoïde, et on peut, en fraisant l'os, accéder au canal et venir donc le combler en faisant un trou en avant, un trou en arrière, ou un trou en regard de la déhiscence, et en utilisant du tissu autologue, des morceaux de muscle, de la poudre d'os, des morceaux de périchondre, qui vont venir donc boucher le canal, et donc éviter à cette déhiscence de pouvoir être symptomatique. Les résultats d'une chirurgie, ils sont... Pour toute chirurgie, on réfléchit de la même manière, à savoir de la pertinence de l'indication quand elle est posée. C'est pour ça qu'on disait que le traitement chirurgical, de toute façon, il est réservé aux patients les plus invalidés. Pour synthétiser l'efficacité de ce traitement chirurgical, un traitement chirurgical donc de comblement du canal semi-circulaire supérieur, il faut avoir en tête qu'environ 80% des symptômes vont être améliorés. Ils ne vont pas disparaître pour autant, mais les symptômes vestibulaires, donc les troubles de l'équilibre au son fort, l'instabilité avec la sensation que le champ visuel flotte devant les yeux du patient, ça normalement c'est des symptômes qui évoluent très favorablement. La sensation de résonance, ce qu'on appelle l'autophonie, donc la voix qui résonne, les bruits de pas, les bruits de mastication, ça c'est des sensations qui généralement s'atténuent. Disparition totale c'est plus rare, mais en tout cas l'intensité de cette résonance, elle, a tendance à diminuer. L'acouphène pulsatile évolue également normalement favorablement. Après, c'est un traitement chirurgical où donc, vous l'avez compris, on va venir combler le canal semi-circulaire supérieur. Donc on va venir neutraliser la fonction du canal semi-circulaire supérieur. Et je vous ai dit tout à l'heure que lui, il intervenait essentiellement pour l'équilibre et pour la perception des mouvements de la tête dans l'espace. Donc en règle générale, en post-opératoire immédiat, il y a quand même des conséquences sur le plan de l'équilibre, avec des vertiges le plus souvent. Et ces vertiges, le travail derrière, ça va être de pouvoir les compenser et pouvoir s'en débarrasser, on espère, le plus rapidement possible. Mais dans la plupart des chirurgies, il y a quand même des conséquences immédiates de ce point de vue-là. Alors, pour parler des risques spécifiques de ce traitement chirurgical, ils sont, comme pour la symptomatologie, de deux ordres. Et celui qui est principalement mis en avant, c'est le risque auditif.
Risque auditif qui est mal cerné. Pour l'instant, dans la plupart des séries qui ont été publiées, mais qui intègrent des patients qui ont été donc étudiés il y a maintenant assez longtemps, au début de la prise en charge de cette pathologie. Et donc on estime autour de 20% le risque de dégradation de l'audition. C'est en tout cas l'information que nous, chirurgiens, on donne aux patients avant une intervention sur le canal semi-séculaire supérieur, quelle que soit la technique utilisée, quand il s'agit véritablement du canal, de le recouvrir ou de le combler. Le risque sur le plan de l'équilibre, il est important aussi, mais différent, dans le sens où il est plus transitoire. La plupart du temps, il y a des vertiges post-opératoires, vertiges qui peuvent être pénibles, qui peuvent nécessiter de prolonger l'hospitalisation 1 jour, 2 jours ou 3 jours après la chirurgie, le temps d'être suffisamment remis pour pouvoir rentrer au domicile. Ce risque-là, on dit qu'il est transitoire parce que, en règle générale, au global, il est compensé. C'est-à-dire que le fonctionnement quotidien n'est pas perturbé à long terme après l'intervention. Quand on se place plus de 6 mois, 9 mois ou à 1 an, à plus forte raison de l'opération, le fonctionnement quotidien n'est pas perturbé. Des gens qui peuvent théoriquement marcher, randonner, faire du vélo, sans problème particulier. Pour les besoins plus spécifiques, parce qu'il y a des patients sportifs, par exemple, et ben, les besoins plus spécifiques, eux, ça peut rester compliqué, sachant que ce canal semi-circulaire supérieur, lui, il intervient donc pour des mouvements dans un plan de l'espace qui est bien particulier, qui est ce mouvement-là. Donc typiquement, la gêne qu'on nous rapporte assez longtemps après l'intervention, c'est pour fermer l'abcès, c'est pas très pratique. Il arrive, hein, mais on ressent une petite instabilité à chaque fois que la tête est baissée et qu'on se relève dans ce type de mouvement-là. En ce qui concerne la rééducation vestibulaire, au jour d'aujourd'hui, il y a très peu de preuves, pour ne pas dire aucune preuve scientifique, montrant l'effet de la kiné dans le traitement et dans le suivi du syndrome de déhiscence du canal semi-circulaire supérieur. Le traitement de choix et de première ligne, si le patient est symptomatique, c'est le traitement chirurgical. Le professeur Marx vient d'en parler. D'un point de vue pratique, nous, ce qu'on réalise ici, si le patient vient à être vertigineux en post-opératoire, on passe voir le patient en hospitalisation pour réaliser le premier levé, les premiers mouvements de tête, dans tous les plans de l'espace, à petite vitesse, et la première marche. Voilà, c'est ce qu'on réalise ici. Après en avoir discuté avec d'autres collègues kinés vestibulaires français, je vois que ça se passe un peu partout pareil sur le territoire. Alors, pour les patients pour lesquels on estime que la gêne n'est pas suffisante, et donc là on reviendra à notre étude et la nécessité pour nous d'identifier un marqueur un peu objectif de la gêne, parce que tout repose là-dessus. À partir du moment où on a un marqueur objectif, on sait qu'on peut se reposer dessus pour pouvoir poser une indication chirurgicale ou au contraire l'écarter. Les patients qui sont gênés, mais avec un retentissement que le patient et nous-mêmes on considère suffisamment contrôlé ou contrôlable, la première des choses qui est conseillée et qui est consensuelle entre les différents collègues, c'est l'éviction des facteurs déclenchants. Alors l'éviction des facteurs déclenchants, autant pour les vertiges, c'est quelque chose qui peut éventuellement s'envisager, donc se protéger du bruit, se protéger des traumatismes, quels qu'ils soient. Le problème est posé pour l'autophonie, parce que arrêter de parler, arrêter la randonnée, arrêter de chanter, ça c'est toujours des souffrances qui peuvent être très très importantes pour les patients. Donc la question c'est de pouvoir adapter sa vie quotidienne à la gêne qui est provoquée par les symptômes, dans l'attente éventuellement d'une chirurgie si cette gêne vient à se majorer. À côté de ça, il n'y a pas de traitement médicamenteux à proprement parler pour la déhiscence. Les traitements médicamenteux qui peuvent être envisagés, c'est des traitements de l'instabilité chronique. Ça, c'est des choses qu'on peut être amené à essayer. Donc, typiquement, la bétaïstine, c'est des choses qu'on peut être amené à prescrire. Quand il y a une association ou une intrication avec d'autres pathologies de l'oreille interne, et souvent, sur les dernières années, c'est des choses qu'on a pu voir, c'est
des choses comme hydrops ou migraine vestibulaire, dont vos patients ont sans doute déjà entendu parler. Et si on estime que c'est intriqué, et ben à ce moment-là, on peut proposer un traitement, typiquement un traitement diurétique en cas de maladie de Ménière, un traitement qui vise à diminuer la pression dans l'oreille interne. On peut imaginer un traitement anti-migraineux si c'est intriqué avec des maux de tête et des vertiges un peu différents de ceux que j'ai cités tout à l'heure, de ceux déclenchés par le son fort ou déclenchés par l'effort. Là, on peut imaginer un traitement médicamenteux d'appoint, mais traitement médicamenteux de la déhiscence, traitement médicamenteux qui va régénérer de l'os là où il n'y en a pas, ça, pour l'instant, ça n'existe pas. Alors, il n'y a aucune preuve qui laisse penser que ce soit transmissible ou génétique. On sait que dans la population générale, il y a quand même beaucoup de patients qui présentent cette anomalie, mais d'un point de vue strictement anatomique, sans conséquences fonctionnelles, sans aucun symptôme, ou en tout cas aucun symptôme rapporté. Et cette prévalence-là, Quentin, c'est de l'ordre de... 0,5% de vraie déhiscence et 1,5% de ce qu'on appelle nire-déhiscence, une fine pellicule osseuse au-dessus, en regard du canal semi-circulaire supérieur, sur des études cadavériques, sur des études radiologiques. Je pense que la prévalence est un peu plus importante, mais il y a un biais. Voilà, c'est un peu majoré, quoi. L'imagerie a tendance à majorer ces mesures de perte osseuse. Mais donc encore une fois, ça nous renvoie à l'importante variabilité entre l'anomalie anatomique et l'anomalie anatomique qui parle. Ça, il y a quand même un fossé qu'il faut pouvoir souligner. Donc c'est une anomalie anatomique qui est fréquente, elle ne se transmet pas, il n'y a aucune évidence qui le suggère. Les facteurs de risque qui ont été retrouvés, c'est tous les facteurs qui sont associés à une augmentation de la pression intracrânienne. Donc il y a des gens qui ont une pression intracrânienne qui est augmentée à l'état basal, sans qu'on sache réellement pourquoi. On sait que la répétition d'efforts physiques, le surpoids, c'est des éléments qui peuvent éventuellement être plus fréquents en cas de déhiscence du canal semi-circulaire supérieur. Mais pour ce qui est de la symptomatologie, donc du déclenchement de la maladie, à proprement parler, on retrouve souvent dans l'histoire, dans l'interrogatoire des patients, une notion de deuxième événement. Donc ce qu'on dit, c'est que l'anomalie, elle est là du début ou quasiment du début. Effectivement, c'est une forme de malformation, quoi, en quelque sorte, mais qui peut être silencieuse. Et le deuxième événement, ça peut être un traumatisme, ça peut être un effort important à forte pression, typiquement un accouchement. Il y a des patients qui rapportent le déclenchement de la symptomatologie après un accouchement. Ça peut être une infection, un facteur de stress, bref, qui va venir se surajouter à cette vulnérabilité individuelle et déclencher à proprement parler la maladie. Mais la maladie, encore une fois, de manière très variable, avec des gens qui vont avoir une petite autophonie à la mastication, et des gens qui vont présenter le tableau complet avec impossibilité de travailler, de converser, de faire du sport, et donc pour lesquels la discussion d'un traitement chirurgical va être plus sérieusement posée. C'est l'éviction des facteurs déclencheurs. En l'occurrence, ce qui peut être conseillé chez ces patients-là, c'est d'éviter les traumatismes. Ça, c'est un conseil d'ordre général. Mais par exemple, on a vu là récemment des gens qui font en sud-ouest, notamment du rugby. C'est quelque chose qu'on peut déconseiller. C'est pas un sport qui est adapté à quelqu'un qui présente cette anomalie radiologique, parce que ça risque de déclencher les symptômes. Alors, la plongée sous-marine, il n'y a pas d'études qui ait démontré un risque supérieur chez les patients qui sont atteints d'une déhiscence du canal semi-circulaire supérieur, mais s'il n'y a pas d'études, c'est que le risque théorique, il est quand même significatif. Donc, pas de contre-indication officielle, mais une contre-indication qui est quand même relative, et en tout cas que nous, médecins ORL, on relaye très volontiers. C'est une pratique à risque, on risque
dégrader son audition, on risque de déclencher des symptômes là où il n'y en a pas nécessairement. Alors c'est un peu à mettre sur le même plan, ça, dans le sens où il n'y a pas de recommandation officielle, ou de contre-indication officielle, vous voyez, mais ça reste quand même une anomalie anatomique qui met en communication les liquides de l'oreille interne, et donc juste derrière le liquide cérébrospinal, avec le milieu aérien et les bactéries qu'il peut véhiculer. Donc, à titre personnel, et je crois qu'on est un certain nombre de collègues à faire ça, à proposer de manière systématique une vaccination anti-pneumococcique, hein, c'est donc la méningite qui est liée au pneumocoque, qui se fait maintenant très simplement, parce que le schéma vaccinal, il a été un petit peu compliqué sur les années précédentes, et puis là maintenant c'est assez clair, c'est une seule injection, Prevnar 20, une fois. Alors les schémas vaccinaux, le problème c'est que régulièrement ils sont réévalués et actualisés, mais pour l'instant c'est une injection, point barre, Prevnar 20, et pas de rappel derrière. Alors, aux médecins et aux ORL de ville, moi je dirais vraiment très simplement d'être attentif à la symptomatologie spécifique. Donc, il y a plusieurs sociétés savantes qui sont intéressées à la pathologie. Il y a une symptomatologie spécifique qui est maintenant consensuelle, qui est bien connue. Donc, c'est les vertiges au son fort, les vertiges déclenchés par les efforts ou les changements de pression, un acouphène pulsatile à plus forte raison s'il est que d'un côté, et l'autophonie, donc la sensation de résonance. Et ces quatre signes-là, donc on appelle les signes cardinaux, s'il y en a un, et de mon point de vue, ça mérite d'être attentif, particulièrement attentif lors de la réalisation des tests auditifs, parce que la réalisation des tests auditifs, elle peut mettre en évidence des petites anomalies, et des petites anomalies qui vont venir rajouter de l'eau au moulin et nous dire, attends, ce patient-là, il faut lui faire un scanner pour pouvoir le rechercher. Le message aux patients, c'est d'aller consulter. Parce que d'aller consulter et prendre un avis auprès d'un centre expert, donc on est nombreux en France, hein, mais les centres experts, ils vont pouvoir vous donner d'une part leur avis sur l'attitude thérapeutique, savoir si on estime que la gêne, elle vaut la peine, entre guillemets, de réaliser un traitement chirurgical, qui est quand même pas anodin, vous avez compris. Et ils vont pouvoir réaliser une exploration complète. L'exploration complète, ça veut dire que on a les symptômes, on a le scanner, et derrière, on réalise donc des explorations électrophysiologiques. Peut-être, Quentin, si vous pouvez en dire un mot, parce qu'il y en a certains qui sont assez caractéristiques. Oui, pour les explorations électrophysiologiques spécifiques au syndrome de Minor, on parle surtout des PEO, les potentiels évoqués autolytiques, ou en anglais vestibular evoked myogenic potential, qui sont assez spécifiques du syndrome, puisqu'on retrouve des résultats qui sont propres à des oreilles malades, on va dire, à des déhiscences. Tout ça pour dire que les explorations, elles viennent compléter la prise en charge diagnostique. Et c'est une fois qu'on a fini ça, qu'on a fini un interrogatoire un peu précis du patient sur les situations gênantes et leur aspect caractéristique ou pas, sur la présence de la déhiscence donc radiologique, mais qui doit être formelle. Nous, on a des critères d'analyse qui sont très très précis sur le scanner pour savoir si la déhiscence est présente ou pas. Et donc l'association a ces éléments électrophysiologiques, donc qui sont en pratique des tests auditifs ou des tests d'équilibre, qui nous disent, oui, le syndrome est complet, donc on a affaire à un syndrome de la troisième fenêtre, ou un syndrome de Minor, ou un syndrome de déhiscence du canal semi-circulaire supérieur. Et ensuite, charge à nous et aux patients de décider de l'attitude thérapeutique derrière. En 10 ans, moi je pense que déjà ce sur quoi on peut tabler, mais relativement sérieusement, c'est un traitement qui est personnalisé. Ça veut dire que on sait relier l'aspect radiologique de la déhiscence, les conséquences électrophysiologiques aux signes qui sont présentés. Comme je le disais tout à l'heure, on a un ou une combinaison de marqueurs qui nous disent
bah voilà, ce patient-là, parce qu'on a donc une grande hétérogénéité de patients, et on va essayer de classer, entre guillemets, les différents profils, les patients plutôt gênés sur le versant auditif, plutôt gênés sur le versant vestibulaire, les patients gênés mais vraiment de manière très intense, d'autres pour lesquels c'est plus discret, et on va avoir toute une série de marqueurs qui vont nous permettre de les caractériser et de pouvoir indiquer correctement la prise en charge. La prise en charge, pour l'instant, des patients les plus invalidés, elle est nécessairement chirurgicale. Les modalités précises de la chirurgie, ça c'est à voir avec le centre expert qui prend en charge le patient. Mais ce qui tend à être de plus en plus proposé, c'est donc un traitement chirurgical, comme je disais tout à l'heure, donc en arrière de l'oreille, donc par voie mastoïdienne, pour aller combler le canal semi-circulaire supérieur. Certaines équipes sont encore attachées à la voie suspétreuse et donc au recouvrement du canal semi-circulaire supérieur. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore d'évidence forte pour dire qu'il y a une attitude qui est préférable à l'autre, les deux étant efficaces. Et à terme, ce qu'il faudrait pouvoir réussir à proposer, c'est un traitement chirurgical, parce que médicamenteux, je vois mal comment ça pourrait isolément, en tout cas, améliorer suffisamment les choses, mais un traitement chirurgical où on conserve pleinement la fonction du canal, où on ne l'abîme pas, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'on ne génère pas les vertiges post-opératoires, ça veut dire qu'on, dans l'information préopératoire au patient, un élément qui est systématique, c'est le risque auditif à l'heure actuelle, et de pouvoir réduire ce risque auditif vraiment à la marge, ce serait l'idéal. Et je pense que, voilà, en caractérisant bien les différents profils, c'est quelque chose qu'on pourra arriver à faire. En caractérisant ces différents profils, ce qu'on peut voir aussi, c'est les pathologies intriquées dont je parlais. Les gens qui ont des hydrops, les gens qui ont des migraines vestibulaires associées, et ça va nous faire changer la prise en charge personnalisée des patients, savoir à qui il faut donner un traitement antimigraineux, à qui c'est pas la peine de l'envisager, à qui peut-être on peut proposer quelque chose sans comblement du canal semi-circulaire supérieur, mais peut-être juste un traitement anti-inflammatoire injecté dans l'oreille moyenne, qui pourra suffire à diminuer un hydrops et à réduire significativement la gêne relative aux symptômes. Voilà, c'est vraiment vers la personnalisation de la prise en charge thérapeutique, je pense qu'on pourra aller d'ici 10 ans. Donc ça, c'est sur la partie traitement chirurgical. Si on ouvre un peu la discussion, on peut aussi espérer à l'avenir mieux diagnostiquer les patients et arriver à trouver des marqueurs objectifs en lien avec la symptomatologie des patients. Je fais le lien avec ce que disait le professeur Marx tout à l'heure. Une déhiscence radiologique ne parle pas forcément, n'est pas forcément symptomatique, et on espère à l'avenir améliorer les explorations qu'on peut réaliser chez ces patients-là.